Majestueuses, énigmatiques, sauvages ou domptées par l'homme, les forêts fascinent autant qu'elles attirent la convoitise. Elles sont les témoins ancestraux du développement des civilisations. Depuis des millénaires et encore aujourd'hui, le destin de l'homme est étroitement lié à celui des arbres. 1,6 milliard d'individus dépendent des forêts pour leur subsistance, qu'il s'agisse de nous ou des peuples indigènes qui vivent au sein de la forêt. Mais aujourd'hui, ces écosystèmes font face à une menace sans précédent. Surexploitation, déforestation, conversion en terres agricoles, inexorablement, les forêts voient leur surface se réduire. Depuis peu, le réchauffement climatique met lui aussi gravement en péril leur santé, allant même jusqu'à remettre en cause leur existence. À quoi pourrait ressembler un monde sans forêt? Moi, je dirais que ce serait tout de suite un monde sans l'homme. Les forêts interviennent dans beaucoup de processus qui maintiennent notre vie sur Terre. Et les seuls écosystèmes où il n'y a pas de forêt, ce sont les déserts. Et dans les déserts, par définition, il y a très peu de vie. Les forêts et l'incroyable biodiversité qu'elles hébergent sont-elles menacées de disparition? À quoi ressemblerait un monde sans arbres? Comment protéger ces écosystèmes sans pour autant nous priver des ressources indispensables qu'ils nous procurent? La forêt, c'est une grande partie de la biodiversité mondiale, au niveau animal, au niveau végétal. Un monde sans forêt, c'est un monde sans vie. Souvent, les gens sous-estiment cette dépendance. Mais en réalité, quand vous voyez ce qu'il se passe lorsque les arbres et les forêts ont disparu, il devient évident qu'ils sont vraiment indispensables pour toute forme de vie. Présents sur Terre bien avant l'homme, les arbres ont colonisé la planète il y a 380 millions d'années. Aujourd'hui, les forêts recouvrent 30% de la superficie des terres émergées. La majeure partie des espaces boisés a été remaniée par l'homme. Seul un tiers des forêts actuelles sont originelles. On les appelle les forêts primaires. Ces espaces vierges se situent dans le Grand Nord, notamment en Russie et au Canada. Et surtout dans l'hémisphère sud, dans les forêts tropicales d'Indonésie et du bassin du Congo. La plus vaste, l'Amazonie, occupe près d'un tiers du continent sud-américain. Couvrant 5,5 millions de kilomètres carrés, l'emblématique forêt amazonienne est un terrain d'étude privilégié pour les chercheurs du monde entier. Ici, des scientifiques ont placé la forêt sous surveillance permanente. Numéro 4, mesure 79. Ok, c'est bon, on peut passer à l'arbre suivant. Chaque arbre fait l'objet d'un suivi régulier. Le site possède également un dispositif exceptionnel. Cette tour de 55 mètres domine la canopée. Des capteurs y mesurent des dizaines de données en temps réel, de la température à la composition de l'atmosphère. L'objectif de cette tour, c'est d'enregistrer les échanges gazeux entre l'écosystème forestier et l'atmosphère. Le premier échange gazeux qu'on enregistre, c'est le dioxyde de carbone. Le CO2 est le principal élément nutritif des végétaux.
mais c'est également un puissant gaz à effet de serre. Le stock de carbone dans les forêts tropicales sur toute la planète, on estime que ça représente à peu près 50% du stock de carbone forestier mondial. En jouant ce rôle de puits de carbone, les forêts du monde entier participent donc à l'équilibre climatique de la planète. Mais ce n'est pas tout. Les forêts sont également au cœur du cycle de l'eau. En Amazonie, les 2/3 des précipitations viennent directement de la transpiration des arbres. On sait déjà aujourd'hui que, par exemple, dans les États du sud du Brésil, on a des chutes de rendement agricole qui sont probablement très liées au niveau de déforestation de l'Amazonie centrale. C'est-à-dire que le manque d'eau qui n'a pas été évapotranspirée par la forêt en Amazonie centrale, en fait, entraîne une diminution des précipitations sur ces surfaces agricoles au sud du Brésil, et donc une diminution des rendements. Donc ça a des impacts économiques directs. Élevage, plantation de soja ou encore d'huile de palme. Partout dans le monde, les forêts sont coupées et dégradées pour laisser place à des terres agricoles. Dans les pays tropicaux, c'est l'agriculture qui est à 80% responsable de la déforestation. Il y a d'autres causes comme le développement d'infrastructures ou l'urbanisation, mais la cause principale est le besoin en nourriture. Ça continuera probablement jusqu'à ce qu'on puisse intensifier l'agriculture et ainsi faire disparaître la pression sur les forêts. Dans certaines régions du monde, la conversion massive des forêts a des conséquences dramatiques qui vont bien au-delà de la chute des rendements agricoles. L'Indonésie assure la moitié de la production mondiale d'huile de palme. Chaque année, des milliers d'hectares de forêts y sont brûlés pour laisser place aux cultures. La fumée de ces incendies menace directement la santé des millions d'habitants de la région. Vous ne pouvez pas respirer de l'air pur. Les feux de forêt peuvent provoquer des asphyxies. En Indonésie, c'est le cas, et beaucoup de gens meurent. Ça fait 18 ans que ça dure. 18 ans. Des gens sont là. Des gens meurent. Les bébés. Les personnes âgées qui sont encore plus vulnérables à la pollution. La pression de la demande croissante en nourriture et le manque d'espace poussent les pays en développement à dégrader massivement leurs forêts. Stockage de carbone, équilibre climatique ou encore maintien du cycle de l'eau. En disparaissant, ces arbres emportent avec eux des fonctions écologiques indispensables à l'équilibre et au maintien de la vie sur Terre. Les drames qui se jouent dans ces régions révèlent le rôle de ces alliés silencieux dans le bien-être de l'ensemble des 7,3 milliards d'habitants de la planète. Mais au-delà des services qu'ils rendent à l'humanité entière, ces écosystèmes assurent également la subsistance de millions de personnes à travers le monde, en leur fournissant un emploi, de la nourriture, un abri ou encore du bois de chauffage. Ces forêts jouent un grand rôle dans la nature, dans la vie sur Terre, parce qu'elles constituent l'habitat des populations, elles génèrent des revenus, environ 1,6 milliard de personnes dépendent directement des forêts et 300 millions de personnes vivent directement en forêt selon les publications de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Les forêts sont vraiment importantes concernant l'alimentation des populations. La viande de brousse, ainsi que différentes plantes qui sont cueillies dans la forêt, sont absolument essentielles pour leur fournir des protéines et d'autres nutriments. Les gens sont également très dépendants du bois de chauffage. En Afrique subsaharienne, 75% des personnes sont complètement tributaires de ce bois comme principale source d'énergie pour cuisiner et se chauffer. Les arbres répondent aux besoins primaires et participent ainsi à la sécurité alimentaire des populations qui vivent à l'intérieur ou à proximité des forêts. Un monde sans forêt signifierait que les pauvres, qui dépendent des forêts, seraient encore plus pauvres. Ça mettrait en péril les moyens d'existence de millions, de centaines de millions de personnes. Sans les arbres, de nombreux hommes et femmes ne pourraient tout simplement pas vivre. Mais nul besoin d'habiter à proximité des forêts pour profiter de leurs produits dérivés au quotidien. En terrasse, par exemple, une femme déguste un café en prenant des notes sur un cahier, avec un stylo jetable. Elle saisit un mouchoir, puis se met de la crème sur les mains. Palmier à rotin pour la chaise, orme pour la table, pin sylvestre pour le cahier, ricin, caféier, épicéa, amandier. Au total, ici, en quelques minutes, 7 arbres ont été mis à contribution. Pour répondre à tous ces besoins, l'homme n'a d'autre choix que de couper des arbres. Un tiers des forêts de la planète sont ainsi dédiées à la production de bois ou de produits dérivés. Selon certaines associations environnementales, près d'un arbre sur 2 serait coupé illégalement à travers le monde, avec des conséquences dramatiques pour la biodiversité et les conditions de vie des peuples autochtones. Dès lors, comment continuer à bénéficier des produits de la forêt sans mettre en danger l'existence de ces écosystèmes ? Depuis quelques décennies, de nombreux forestiers ont décidé d'améliorer leur gestion des exploitations. Ces labels de certification durable sont nés dans les années 1990. En 15 ans, la proportion de forêts certifiées a explosé. 18 millions d'hectares dans les années 2000 contre 438 millions aujourd'hui, soit 10% de la totalité des forêts mondiales. Les entreprises dotées d'une certification durable doivent respecter un certain nombre de contraintes. La première est d'impacter le moins possible la forêt. Salut les gars. Pour ce matin là, je vous ai mis les bois dans le GPS qui correspondent à la zone ici là. On va aller choisir 17 bois sur la petite montagne pour rentrer. Donc il y a à peu près, à l'échelle, il y a 500 mètres à marcher depuis la fin de la piste au début des arbres. Ça marche ? Ok. Pour minimiser les ouvertures de pistes, les ingénieurs forestiers optimisent l'accès des ouvriers aux parcelles de découpe. L'enjeu est de réduire autant que possible le déplacement des machines. Alors il faut bien savoir que dans tous les cas, pour pouvoir exploiter une forêt, on va ouvrir des dessertes, on va ouvrir des pistes au sein d'une parcelle. Le fait de cloisonner cette exploitation sur des dessertes qui vont être respectées ou dont les machines ne vont pas sortir de ces cloisonnements, ça permet de protéger tout le reste de la surface qui représente 90 à 95% de la parcelle où les machines ne vont pas. Pour ouvrir des voies d'accès tout en limitant la dégradation du couvert végétal, les exploitants choisissent de nouveaux équipements comme ce broyeur forestier. À la différence d'autres machines plus traditionnelles, elle va laisser toute une couche de matière organique qui va contribuer au renouvellement des nutriments dans le sol. Et à la différence d'un bulldozer, c'est que le bulldozer avec sa lame, il va pousser
des deux côtés, tous les bois qui vont le gêner en créant de l'impact sur les côtés. Alors que ce broyeur, il va se faufiler dans la forêt et du coup il va faire très peu d'impact sur les parties secondaires. Les arbres sont soigneusement choisis pour permettre à la forêt de se renouveler. Seuls les plus matures sont prélevés, à raison de 5 tiges par hectare. Une fois coupé, le tronc est lui aussi déplacé avec précaution. Les ouvriers l'entourent d'un câble qui est ensuite tiré par une machine stationnée en lisière de la parcelle. Après abattage, les jeunes arbres auparavant dominés par les individus matures ont accès à plus de lumière et de nutriments pour se développer. Les forestiers ne reviendront pas sur la parcelle avant un demi-siècle, le temps nécessaire à la forêt pour retrouver son volume initial. Au niveau mondial, des efforts considérables ont été faits dans le développement d'exploitations durables. Malheureusement, cette tendance est encore freinée par des contraintes économiques fortes. Les gens ne sont pas prêts à payer plus pour un bois issu d'une gestion durable. Dans beaucoup de cas, ils préféreraient acheter durable, mais si cela coûte plus cher, alors ils choisissent le bois non certifié. Pour réduire les coûts, de nombreux pays ont donc choisi de planter des forêts artificielles, dédiées à l'exploitation. L'objectif est d'obtenir davantage de bois sur des surfaces plus petites. En milieu tropical, ces plantations se résument souvent à des monocultures intensives, comme ici au Brésil, premier producteur mondial d'eucalyptus pour la pâte à papier. Si cette voie de production est très rentable, elle présente des impacts environnementaux majeurs, comme l'appauvrissement des sols. Une nouvelle voie de recherche consiste donc à essayer de développer des plantations plus diversifiées afin de ne pas diminuer la fertilité des sols. Dans ce laboratoire, une équipe de scientifiques forestiers étudie les propriétés de centaines d'espèces différentes. Leur objectif est d'identifier les meilleurs candidats à la plantation qui répondent aux besoins des populations locales. Propriétés chimiques, physiques et mécaniques, tout doit être contrôlé et analysé. Pour faire leur sélection, les chercheurs mettent le bois à l'épreuve. Au sein d'une salle confinée et humide, ils vérifient qu'il est résistant aux attaques fongiques. Dans une autre pièce, une machine mesure l'élasticité et la résistance du bois aux tensions. La densité est elle aussi finement analysée et comparée entre les différentes essences de bois. Au total, les scientifiques combinent des milliers de données. En plus de ces paramètres physico-chimiques, la vitesse de croissance de l'arbre est également un critère central pour choisir un bon candidat à la plantation. Les scientifiques cherchent à identifier des variétés de bois capables de pousser vite, tout en fournissant un rendement de qualité. Pour déterminer la capacité de croissance des arbres tropicaux, les chercheurs effectuent des mesures de dendrochronologie.
En analysant un à un les cernes du bois ainsi que leur épaisseur, ils peuvent déterminer l'âge de l'arbre. Connaître l'âge de l'arbre, c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va être capable de dire qu'il suffit de tant d'années pour avoir un volume de bois exploitable. Donc pour l'exploitation, c'est important. Et puis ensuite, l'analyse de ces cernes, de leur épaisseur, va nous renseigner en fait sur la stratégie de croissance de l'espèce. Ce travail-là, il nous permet de voir l'influence des conditions climatiques et des conditions de compétition sur le bois. Autre chose intéressante, ça peut nous renseigner sur, sur tel site, les arbres, on voit qu'ils ont très peu poussé. Sur un autre, qui logiquement est soumis à des conditions similaires, là, il a beaucoup mieux poussé. Mais très probablement que le sol n'avait pas la même qualité, que peut-être que c'était une zone plus ventée ou avec une densité d'arbres plus importante. Tout ça, ça va nous donner des conseils de mise en place des plantations pour savoir comment les planter, ces arbres-là. Cèdre Sam, Bagasse, Simaruba. Au total, les chercheurs ont sélectionné moins de 10 essences qui possèdent les qualités nécessaires pour la plantation. À terme, le but sera de pouvoir mélanger des espèces sur une même parcelle d'exploitation afin de limiter les impacts sur les sols. Ces dernières années, la superficie des forêts plantées s'est amplifiée, mais elle reste encore insuffisante. Les forêts tropicales continuent de voir leur surface se réduire. Et les arbres ainsi plantés ne peuvent remplacer la biodiversité perdue dans les forêts primaires. Il faut faire une différence entre la plantation et la restauration. Quand je parle de la restauration forestière, ça veut dire qu'on va remettre les fonctions écologiques de la forêt, donc les essences qui étaient là. Alors que la plantation, aujourd'hui, ça se limite souvent à la monoculture. Et donc ça va peut-être remettre du bois sur pied, mais ça ne va pas remettre la biodiversité qu'on avait dans la forêt initialement qui était là. La superficie forestière mondiale ne cesse de diminuer. Au total, plus de 129 millions d'hectares ont été perdus depuis 25 ans, soit une surface équivalente à un pays comme le Pérou. Plus de 2000 arbres sont coupés à chaque minute, et la moitié d'entre eux le sont dans les forêts tropicales qui hébergent 80% de la biodiversité terrestre mondiale. Selon les Nations Unies, ce sont plus de 100 espèces animales et végétales qui disparaissent chaque jour. La destruction et la fragmentation des massifs forestiers mettent en péril la vie d'animaux emblématiques comme le gorille des montagnes en Afrique ou les orang-outans en Indonésie. À cause de l'agriculture et de l'exploitation forestière, la liste des espèces menacées d'extinction ne cesse de s'allonger. Pourtant, nombreux sont ces animaux qui participent eux-mêmes à l'équilibre et au maintien des forêts. La forêt a besoin d'avoir une certaine connectivité. Et c'est le rôle que joue la faune, les animaux qui ont cette capacité à faire de la dissémination. Vous avez par exemple des essences qui ne peuvent pas se reproduire si leur grain n'a pas d'abord été digéré par un animal. Aujourd'hui, pour gérer, en tout cas pour surmonter cette fragmentation, il faut distinguer dans la forêt ce qu'on appelle les hautes valeurs de conservation. Ce sont ces endroits dans la forêt, par exemple des habitats d'animaux, qui permettent à la forêt d'avoir du ressort, ce qu'on appelle techniquement de la résilience, parce que une forêt sans faune est une forêt qui perd sa capacité à se régénérer naturellement. Alors que l'homme continue de couper des arbres, la biodiversité recule à un point tel que les biologistes annoncent une nouvelle extinction de masse. Le taux actuel d'extinction des espèces animales est 100 fois plus rapide que par le passé. La dernière fois que la planète a perdu ses animaux à un rythme aussi rapide, c'était lors de la disparition des dinosaures il y a 60 millions d'années. Demain, si les forêts ne sont pas préservées,
elles emporteront avec elles des centaines de milliers d'animaux et de végétaux. En Guyane française, une chercheuse concentre ses travaux sur des fourmis. Parmi elles, la fourmi noire Paraponera, ou fourmi flamande, une des plus grosses et des plus venimeuses au monde. La scientifique s'intéresse également à d'autres espèces, comme la fourmi manioc. La particularité de ces fourmis, c'est qu'elles vont en fait chercher des petites feuilles la nuit. Donc là, on peut en voir autour de la cheminée. Et donc elles utilisent en fait des chemins qu'elles créent par toute la forêt. Qu'on peut voir là, une espèce d'autoroute en fait à fourmis, pour aller chercher des petits morceaux de feuilles sur les arbres, les plantes, pour ramener au sein de la fourmilière. Donc là, on peut voir les petites feuilles fraîches qu'elles ont apportées cette nuit. Alors en fait, on pourrait croire qu'elles vont les chercher pour se nourrir, mais en fait, elles vont les chercher pour alimenter un champignon qui est sous terre, qu'elles cultivent. Ça s'appelle de la fongiculture. Donc elles apportent des feuilles fraîches à ce champignon qui en a besoin tous les jours pour grossir, et elles, en fait, vont se nourrir du champignon. C'est ce qu'on appelle une symbiose. Ces fourmis, elles veulent cultiver qu'un seul champignon pour ne manger que celui-ci. Il n'y a que celui-ci qu'elles aiment. Et donc, elles ont développé une troisième symbiose avec d'autres bactéries sur leur peau pour les aider à lutter contre d'autres champignons étrangers. Les bactéries qui vivent sur ces fourmis appartiennent à la famille des actinobactéries, des bactéries qui ont donné naissance à la plupart des antibiotiques présents aujourd'hui dans nos pharmacies. En analysant les molécules produites par ces micro-organismes, les chercheurs tentent aujourd'hui de découvrir de nouveaux médicaments capables de soigner des maladies humaines. Dans chaque plante, chaque arbre, chaque animal se cachent peut-être des composants chimiques capables de guérir des maladies comme le paludisme ou le cancer. En dégradant les forêts, l'homme se prive donc d'une source inestimable de médicaments. Pharmacie, usine à stocker le carbone, source de biodiversité, fertilisant des sols ou encore générateur d'eau, les services que nous procurent les arbres sont innombrables. Malheureusement, ce n'est que lorsqu'elles ne sont plus là que l'homme réalise à quel point les forêts lui sont indispensables. En Haïti, des décennies de déforestation massive ont conduit le pays à une situation extrême. Les espaces boisés ont laissé place à un paysage lunaire. Le territoire est aujourd'hui en proie à la désertification, à la sécheresse et à l'épuisement des sols. Les conséquences de la perte du couvert forestier sont d'autant plus spectaculaires vues du ciel. L'île d'Hispaniola est littéralement coupée en deux. Les terres brunes et désolées d'Haïti à l'ouest et les étendues de verdure de la République dominicaine voisine à l'est. Cette région du monde laisse entrevoir à quoi pourrait ressembler un monde où les forêts ont disparu. Elle nous rappelle durement l'importance de la préservation de ces écosystèmes contre la déforestation. Pourtant, même au cœur des forêts les plus protégées, quelque chose semble se dérégler. Au cœur de la forêt amazonienne, au sein d'une réserve naturelle dédiée à la science, une équipe de chercheurs sonde l'état de santé des arbres. Aidés par des grimpeurs, ils récupèrent différents échantillons de branches. En cette fin de saison sèche, l'objectif est de comprendre comment les végétaux réagissent au manque d'eau. Stop. Là, ouais. C'est le 483. Ouais, c'est le petit de Sam. Ouais. Je te le mets là.
Les mesures s'effectuent espèce par espèce au moyen d'une chambre à pression. Le but de la manip, c'est de connaître l'état hydrique de la feuille. Est-ce que la feuille est stressée? Est-ce que la feuille a soif? Ou est-ce qu'au contraire, elle est pleine d'eau et il n'y a aucun stress hydrique au niveau de la feuille? Pour cela, la feuille est insérée dans un bouchon hermétique. L'écologue envoie ensuite de l'air comprimé dans la chambre, puis observe la tige au moyen d'une loupe pour voir à quel moment la sève va sortir. Cette mesure permet de savoir si l'eau circule correctement à l'intérieur des vaisseaux de l'arbre. L'opération est effectuée des centaines de fois sur des dizaines d'espèces différentes. À terme, les écologues veulent comprendre à quel point ces arbres sont tolérants à la sécheresse et quelles sont leurs stratégies d'adaptation. Des informations essentielles pour anticiper la réponse de la forêt amazonienne au réchauffement climatique. Mais déjà, ces dernières années, les scientifiques ont fait des observations inquiétantes. Il y a déjà eu des sécheresses très intenses récemment en Amazonie, en 2005 et en 2010, qui ont provoqué à la fois une baisse de la croissance des arbres et une hausse de la mortalité également de ces arbres. Alors le fait que la croissance diminue et que la mortalité augmente peut faire que transitoirement, cette forêt amazonienne qu'on estime être en théorie un fort puits de carbone, donc un stockage de carbone important, peut transitoirement devenir une source, c'est-à-dire émettre du carbone et donc contribuer à augmenter l'apport en CO2 dans l'atmosphère et donc à potentiellement un emballement du changement climatique. Depuis les années 80, des équipes internationales ont mesuré régulièrement l'évolution de la forêt amazonienne sur plus de 300 parcelles différentes. Le constat est sans appel. Depuis le début des relevés, le taux de mortalité des arbres a augmenté en moyenne de 30%. Le principal suspect est le réchauffement climatique. Face à l'augmentation des températures et à l'intensification des sécheresses, les arbres d'Amazonie poussent moins vite, se fragilisent et dépérissent en masse. On a longtemps pensé qu'avec les augmentations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, les écosystèmes, et notamment l'écosystème forestier amazonien, s'ajustaient d'une certaine manière. Et donc, comme on peut voir le dioxyde de carbone, entre guillemets, comme la nourriture des arbres, ces arbres en Amazonie avaient tendance à pousser un peu plus vite, à devenir un peu plus gros, etc. Et donc, à capturer du carbone. Ce qu'on se rend compte depuis quelques années, depuis une décennie, c'est que ce processus d'ajustement en fait, de l'écosystème forestier à l'augmentation du carbone atmosphérique, il est vraisemblablement en train de, au mieux, décliner, au pire, complètement s'annuler. Dans les années 90, l'Amazonie épongeait près de 2 milliards de tonnes de CO2 par an, contre 1 milliard aujourd'hui. En à peine plus d'une vingtaine d'années, l'efficacité du puits de carbone amazonien a donc été divisée par 2. C'est très difficile de comprendre le mécanisme exact par lequel le puits de carbone dans les forêts préservées de l'Amazonie a doucement décliné lors de ces dernières décennies. Le plus probable, c'est que ces sécheresses périodiques ont un impact sur l'écosystème. Même si elles ne durent que quelques mois, vous pouvez avoir une grande mortalité chez les arbres pendant cette courte période, et ça a des conséquences sur le puits de carbone. Le changement qui s'opère est aussi lié aux températures. Ces très hautes températures font que les plantes ne font pas leur photosynthèse. Elles ne prennent pas assez de carbone dans la journée et nous voyons une baisse de la productivité dans la forêt.
So we're seeing less productivity in the forest. Au cours du XXIe siècle, les arbres tropicaux pourraient dangereusement décliner. Si ces forêts disparaissent, des quantités gigantesques de carbone seraient donc relâchées dans l'atmosphère, avec pour conséquence une aggravation majeure du réchauffement climatique. Ça va être le bon. Pour connaître précisément les conséquences de la dégradation de la forêt amazonienne, de nombreux scientifiques tentent encore aujourd'hui de comprendre la structure complexe de cet écosystème. Une équipe britannique a traversé l'Atlantique pour analyser les arbres dans leurs moindres détails. Cet instrument, basé sur une technologie de télédétection par laser, lui permet d'effectuer un balayage complet de la forêt. Lorsque ce laser atteint quelque chose, l'énergie est réfléchie vers l'instrument qui l'enregistre. Ça peut toucher une cible 63 mètres plus loin, là-bas dans cet angle. Ce qui l'a frappé est enregistré comme un point dans l'espace en 3 dimensions. Et donc ce point, c'est la mesure que nous obtenons de ce laser. Cette opération est répétée des milliers et des milliers de fois par seconde, et le défi, c'est donc de convertir tous ces points en arbres. Au moyen d'un logiciel, les milliards de données enregistrées sur le terrain donnent naissance à une image tridimensionnelle de la forêt. Feuille après feuille, branche après branche, chaque arbre prend forme. La résolution est extrêmement fine, au centimètre près. Une fois que nous avons obtenu ces mesures, on peut les convertir en d'autres types de données, comme le taux de carbone présent dans cette forêt, le volume des arbres, leur nombre, combien ils ont de feuilles, de quelle taille sont les arbres et quel est leur diamètre. Cette technique permet aux chercheurs de déterminer la masse exacte de carbone stockée par chaque arbre. Grâce à une surveillance régulière, les scientifiques pourront voir si la chute de carbone s'accélère au cours du XXIe siècle, en particulier au sein des forêts tropicales. Mais l'Amazonie n'est pas la seule victime de l'élévation des températures. Les forêts tempérées d'Amérique du Nord et d'Europe sont elles aussi malades du réchauffement climatique. Dans le sud de la France, depuis plusieurs décennies, le massif forestier du Mont Ventoux est placé sous haute surveillance. En 2003, la région a connu une sécheresse intense qui a provoqué, comme en Amazonie, une diminution de la croissance et un dépérissement massif des arbres. Sur certaines parcelles, près de 3/4 des individus ont été décimés. Sur le même massif, un peu plus bas en altitude, un autre phénomène inquiète tout autant les scientifiques. Ouais. Il a pas mal de... Il respire rien, le pauvre, pas mal de vie, il respire rien. Les pins sont attaqués par des chenilles processionnaires. Ces ravageurs ont envahi quasiment tous les arbres. Et c'est vraiment... Puis on voit les, regarde, on voit les trous de sortie. Oui, il y a tout... Oui. Alors, le phénomène de la présence de ravageurs sur les arbres forestiers n'est pas nouveau. On connaît l'existence de ces parasites comme la processionnaire ou les scolites sur les arbres forestiers depuis très longtemps, en Méditerranée en particulier, mais aussi en Amérique du Nord et dans d'autres régions du globe. Ce qui est très nouveau, c'est cette expansion soudaine de leur aire de distribution vers le nord et vers le haut dans les montagnes, ce qui a été constaté clairement par les suivis menés sur les dernières décennies par nos équipes en INRA et qui montrent donc clairement qu'il y a une expansion très rapide de la présence de ces parasites un peu partout. Les hivers plus doux permettent aux chenilles de se développer tout au long de l'année, ne laissant aux arbres aucun répit. Elles envahissent les branches, se nourrissent des aiguilles et peuvent provoquer à terme la mort de l'arbre.
champignons, chenilles, coléoptères, la prolifération des parasites du bois met en péril la survie de nombreuses forêts tempérées. Ce phénomène extrême est une conséquence indirecte du réchauffement climatique. Et il n'est pas le seul. Les sécheresses répétées et la baisse des précipitations facilitent également les feux de forêt. En Europe, en Amérique du Nord ou encore en Australie, les incendies déciment chaque année des centaines de milliers d'hectares. Mais l'élévation des températures bouleverse la vie de ces écosystèmes de manière bien plus globale. Alors que chaque espèce d'arbre possède une gamme idéale de température pour se développer, le réchauffement climatique perturbe profondément leur équilibre. Permettez-moi de faire un petit parallèle entre notre époque et la fin de la dernière glaciation. À la fin de la dernière glaciation, les températures en Europe ont augmenté d'environ 5 degrés sur environ 4, 5, 6 000 ans. Aujourd'hui, on demande aux forêts de subir le même changement, mais sur quelques décennies. Donc on a changé la vitesse du changement de 100 fois, voire plus. Donc ça pose un problème. Il n'y a aucune espèce forestière capable de migrer suffisamment vite pour faire face à ce taux de changement. Donc ce qui va arriver en réalité, c'est que les forêts vont dépérir sur place et graduellement se déplacer, mais pas suffisamment vite pour rattraper le changement du climat. En ayant modifié durablement le climat de la planète, l'homme menace la survie d'écosystèmes millénaires. Les arbres ne peuvent s'adapter assez rapidement et les forestiers s'attendent à des dépérissements massifs. Alors que la mécanique climatique est en marche, les scientifiques tentent de trouver les moyens d'en atténuer les conséquences. Ils analysent le profil génétique de chaque espèce pour mieux comprendre leurs faiblesses et leurs atouts. Ils travaillent avec les forestiers pour adapter leurs pratiques sylvicoles. Ils réfléchissent également à des programmes de migration assistée. Pour retrouver leur milieu idéal, les arbres ont besoin de se déplacer, ou bien vers le nord, ou bien vers le haut, dans le cas des montagnes. Donc comme on sait que la migration naturelle ne sera jamais suffisamment rapide pour obtenir ce résultat, c'est à l'homme de déplacer des graines ou des semis et aller les planter dans des conditions dans lesquelles le climat sera idéal dans un certain temps. Alors évidemment, on marche sur un fil, parce que si on avance trop vite, les arbres seront dans des conditions qui ne sont pas actuellement idéales, et si on ne va pas assez vite, on aura perdu du temps, et donc il sera trop tard pour rattraper le retard, et donc on ne retrouvera toujours pas les conditions optimales dans 20 ou 30 ans. Des essais de ce type sont déjà en cours en Amérique du Nord. Que ce soit en aidant les arbres à se déplacer ou en privilégiant la plantation d'espèces mieux adaptées, l'homme ne semble avoir d'autre choix que de manipuler la forêt pour l'aider à survivre. Une voie qui semble difficile à appliquer dans les tropiques. C'est certainement possible dans les endroits où vous n'avez que peu d'espèces. Mais si vous allez dans les tropiques et que vous prenez un hectare, 100 mètres sur 100 mètres, il y a plus d'espèces d'arbres sur cet hectare qu'il y en a dans toute l'Europe de l'Ouest. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de mettre en place des zones protégées pour permettre aux espèces de migrer elles-mêmes. C'est un moyen beaucoup plus efficace d'améliorer les choses que d'essayer d'adapter les forêts tropicales à de nouvelles conditions. En forêt tropicale ou en forêt tempérée, il n'y aura pas de solution unique pour permettre aux arbres de survivre au réchauffement de la planète. Seule une combinaison de mesures permettra peut-être de sauver les espaces boisés. Mais malgré toute la bonne volonté des scientifiques, une autre contrainte vient s'ajouter à cette équation complexe, le temps. La recherche se fait typiquement sur des cycles de recherche d'une décennie, ça c'est pas un problème. Sauf que le cycle vital des organismes qui nous concernent, les arbres, est plutôt de l'ordre de 20, 30, 40, voire 50 ans, voire plus.
Et le changement climatique va se faire sur la prochaine décennie, voire 20 ans. Donc on est clairement dans un contexte dans lequel le problème que nous devons aborder va plus vite que nos moyens de recherche. Une course contre la montre est lancée. Mais malgré tous leurs efforts, les scientifiques ne peuvent répondre de façon sûre et immédiate aux conséquences du changement climatique. Pour limiter la perte de carbone dans les forêts, certains laboratoires travaillent donc sur une toute autre piste, celle de la création de feuilles artificielles capables de stocker le carbone. Demain, la technologie pourrait-elle remplacer les arbres ? Je doute que l'ingéniosité des hommes puisse actuellement surpasser des millions d'années d'évolution d'espèces qui sont adaptées à des conditions particulières en termes de photosynthèse. Donc je pense que pour le moment, la plantation d'arbres ainsi qu'une meilleure gestion des forêts auront probablement plus d'impact que ces technologies d'épuration du CO2. Quand bien même il serait un jour possible de parvenir à emmagasiner artificiellement le CO2, les services rendus par les forêts vont bien au-delà du stockage de ce gaz à effet de serre. Ce serait assez difficile de trouver des substituts à toutes les choses que nous procurent les forêts. Et je ne peux pas imaginer que nous puissions créer des substituts qui protégeraient le sol, l'eau et l'atmosphère. Et donc, je pense que les forêts jouent un rôle crucial. Et je ne vois pas comment, de manière significative, nous pourrions trouver une solution qui nous procurerait tous les bienfaits et les services que la forêt nous offre. Pour sauver les forêts, en particulier dans les tropiques, la priorité est donc de limiter à tout prix leur dégradation. En les maintenant en bonne santé, elles seront mieux armées pour faire face à l'élévation des températures. Les arbres pourront continuer à jouer leur rôle de stock de carbone et atténuer à leur tour les effets du réchauffement climatique. Conscient de cette interdépendance entre la forêt et le climat, la communauté internationale a mis en place le mécanisme REDD+. Ce dispositif de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation a été créé pour lutter contre le réchauffement climatique. Il propose de dédommager financièrement les pays qui protègent et gèrent leurs forêts de manière durable. Les incitations financières seraient-elles la solution miracle pour sauver les forêts ? Est-ce que si on mettait les 1000 milliards sur la table, est-ce que cela suffirait à sauver les forêts du monde? Et certainement pas, parce que les causes de la déforestation sont multiples et parfois même imbriquées. Il y a d'abord une volonté de développement de certains pays qui aujourd'hui se trouvent confrontés à des choix à faire qui sont difficiles. Donc certains vont dire, nous, pour nous développer, il faut qu'on puisse remplacer nos forêts, mais est-ce que si on leur donne de l'argent, cela suffirait? Ce n'est pas sûr et ce n'est pas démontré. Je pense que l'important, au-delà des mécanismes de financement, c'est l'accompagnement. Comment est-ce qu'on va accompagner ces mécanismes pour qu'ils soient efficaces sur le terrain? Le dispositif REDD+ a pour défi de garantir de réelles réductions d'émissions tout en maintenant la biodiversité et en garantissant le bien-être des populations locales. Son application fait face à de nombreux obstacles, mais certains pays n'ont pas attendu sa mise en place pour agir. En 10 ans, le Brésil a par exemple fait chuter son taux de déforestation en Amazonie de 80%. Malheureusement, si l'Amazonie brésilienne se porte mieux, le problème a été déplacé dans un autre écosystème. Dans le sud du pays, la savane arborée du Cerrado a déjà perdu la moitié de sa surface à cause de la conversion en terres agricoles. Plus que le réchauffement climatique, la dégradation des espaces boisés pour l'élevage ou la plantation reste aujourd'hui la menace principale qui pèse sur les forêts tropicales. Pour certaines associations,
Le changement ne pourra avoir lieu sans une réelle prise de conscience de l'impact de nos modes de consommation. Les forêts ne sont pas sous la seule responsabilité de ceux qui y vivent, mais c'est aussi celle de ceux qui consomment les produits de la forêt. Donc pour moi, en faisant attention à ce que vous consommez au quotidien, vous contribuez, vous faites un geste. Pour réduire la pression sur les forêts, chacun d'entre nous peut agir. Des gouvernements aux consommateurs, en passant par les compagnies privées. Personne ne peut aujourd'hui ignorer la valeur des forêts. Il faut compter sur la société civile et ne pas seulement considérer que la forêt, c'est le bois. Ce n'est pas qu'une marchandise. La forêt, c'est un écosystème qui est utile et nécessaire pour notre vie sur Terre. Donc il faut que tout le monde s'empare de ce sujet pour qu'elles ne disparaissent pas. La raison pour laquelle j'ai commencé à faire ce travail, c'est que j'adore les forêts. J'aime m'y balader, j'aime m'y promener, j'aime les regarder, les sentir. Et évidemment, pour moi, c'est une question presque personnelle d'espérer que les forêts se maintiennent. Ce n'est pas simplement une question de sentiment, c'est aussi que sans les forêts, on va nulle part. L'homme ne peut vivre sans les forêts. Pourtant, leur santé se dégrade et leur surface continue de diminuer dangereusement. Gouvernements, associations de protection de l'environnement, scientifiques et communautés locales, partout sur Terre, des hommes et des femmes se mobilisent pour protéger les forêts. Il n'y a pas de planète B, donc nous devons défendre nos forêts parce que leur menace est un risque pour l'humanité et la nature tout entière. La question c'est, à long terme, est-ce qu'on se dit que c'est quelque chose qu'on veut vraiment protéger ou bien est-ce qu'on est prêt à le perdre? C'est ça la question à laquelle il faut répondre de toute urgence. Après des décennies de déforestation abusive, l'homme commence à prendre conscience de l'importance fondamentale des forêts dans l'équilibre et le maintien de toute forme de vie sur Terre. Les milliards d'arbres présents sur notre planète sont directement impliqués dans d'innombrables processus biologiques et chimiques. Immobiles et silencieux, ils nous rendent gratuitement de multiples services et restent nos meilleurs alliés pour lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'homme se doit de préserver ses écosystèmes.